matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse de recevoir Caroline Brémaud pour son livre État d'urgence, le quotidien d'un médecin en lutte pour l'hôpital public aux éditions du Seuil. C'est un livre très très fort que je recommande à tous, parce que ça nous concerne tous, l'hôpital, les urgences. Si les urgences ne fonctionnent pas, c'est votre vie qui peut ne pas être sauvée. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Et puis, au passage aussi, la vie de tous ces soignants qui se donnent. Et franchement, quand on lit le livre, on s'en rappelle, même si on le sait, qui se donnent corps et âme, et beaucoup plus que sur les horaires qu'ils devraient donner, qui se dépassent pour le soin, pour la santé et pour donner du sens aussi à nos vies et à la leur. Et je suis très heureuse de vous recevoir, Caroline Brémaud, bonjour. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Ouais, merci à vous d'être là. Donc, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, ancienne chef de service aux urgences de Laval. Vous avez été évincé de votre poste en 2023, on va revenir là-dessus, vous en parlez dans le livre. Et donc, auteur de ce livre, on vous connaît aussi parce que vous avez été l'une des figures de proue. Vous racontez d'ailleurs comment ça vous est arrivé, du grand mouvement de grève lancé en 2021, grève nationale illimitée du personnel des urgences, justement pour dire que votre métier, ce que vous dites, ce que vous aviez tweeté à l'époque, mon métier, mes collègues, mes patients, il faut défendre l'indispensable. Ne rien dire, c'est consentir. Parce que finalement, votre métier, vos collègues, vos patients étaient en danger. Quelle était cette alerte, rappelez-nous, que vous lanciez à ce moment-là? À cette époque, je m'étais ralliée au mouvement national, des urgences avec aussi, une problématique un peu plus locale, qui était, d'envisager les fermetures, des urgences dans mon établissement. Ouais. On avait prévenu, déjà l'administration que l'été allait être difficile, que ça allait sûrement être compliqué et puis finalement à coup d'horaires supplémentaires, on avait réussi à caler un planning avec un seul médecin la nuit au lieu de 2, ce Ouais. qui avait été extrêmement compliqué, pour les praticiens et les soignants et aussi pour les patients et ce qui fait qu'à la sortie de l'été, on avait dit: «Bah non, on fera plus, cette méthode-là parce qu'on met en danger tout le monde» et donc à l'horizon des vacances de la Toussaint, avec les congés, auxquels on a tous le droit, on savait qu'on allait devoir fermer les urgences et c'était un crève-cœur. Oui, et je rappelle, que vous dites que il y avait un élément local avec la fermeture de ces urgences, mais il y a eu énormément de fermetures d'urgences. Alors fermeture de nuit parfois et ouvert le jour, parfois totalement fermé, parfois fermé sur 2 mois puis peut-être réouverture et ça c'est l'état de la France, il faut le savoir déjà. Donc non seulement il y a des hôpitaux eux-mêmes qui ferment pour aller se regrouper avec des espèces d'énormes pôles d'autres hôpitaux plus gros, mais en plus, donc de la proximité qui est perdue. Mais en plus, évidemment, des urgences qui ferment de plus en plus. On a aussi des maternités qui ferment, mais c'est pas forcément directement notre sujet, Caroline Brémaud. Alors, votre livre témoigne d'abord de votre quotidien. On va parler de ce quotidien qui est très fort, qui est très beau, mais qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises, il faut le dire. Peut-être parce que je suis une âme sensible, je ne sais pas, mais par exemple, vous parlez des moments où vous devez faire des choix, Caroline Brémaud, quand vous êtes en urgence et c'est vous qui recevez les appels. Et vous avez un appel pour un monsieur qui fait un arrêt cardiaque, qui a 86 ans. Donc vous pensez envoyer évidemment un camion d'urgence. Et puis juste après, vous avez un autre appel pour un bébé de 9 mois qui fait un malaise. Hem et en fait, vous êtes obligé là, de décider à qui vous envoyez le véhicule d'urgence, Caroline Brémaud. Oui, exactement. C'est une situation qui est particulière pour moi parce que c'est, ce qu'on appelle, du tri et Oui. on a quelques secondes pour prendre la décision, puisqu'on est dans l'urgence vitale et donc ce jour-là, j'avais pas, toutes les équipes médicales à disposition. On était en sous-effectif sur le département, donc j'avais essayé de faire au mieux et à un moment donné, il a fallu choisir. Choisir, c'est renoncer, Mmh. choisir, c'est trier et cette histoire, elle fait aussi écho pour moi puisque je l'ai déjà vécue, de l'autre côté en tant que maman, puisque le jour où mon fils a eu un grave accident, l'équipe médicale était déjà partie sur un arrêt cardiaque pour une personne âgée et ils ont fait demi-tour pour venir le secourir et lui sauver la vie. Ouais, donc malheureusement, je veux dire, parce on est obligé de faire un choix, donc de renoncer Oui, à sauver quelqu'un, c'est oui. un choix qui a été fait
Et vous avez fait le choix, vous, d'envoyer évidemment le véhicule au bébé, qui d'ailleurs, je le précise, donc a été sauvé après cet envoi. Dans les autres témoignages très forts que vous faites, il y a celui d'une jeune fille qui appelle le 15, qui est en larmes au téléphone, vous êtes à côté de votre collègue, et elle dit, mais voilà, mon papa est tombé, il est allongé à côté de la tondeuse, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire, etc. Et donc, à l'appel, évidemment, vous comprenez, votre collègue comprend que ça va très mal et que le père, si jamais on ne fait pas les gestes de survie, n'a quelques secondes, j'imagine, minutes pour tenir, euh, pour être sauvé. Et votre collègue qui lui explique les gestes de survie, le massage cardiaque, etc., etc. Vous allez nous raconter. Et puis, ces moments très forts je ne sais même pas si je réussirai à le lire Je vous sans sens être émue, émue. Ouais. Clémence. Ouais. Où elle le lit, où elle parle à son père. Elle lui dit, pardon, papa, pardonne-moi, ne me laisse pas, papa, accroche-toi, je t'aime, j'ai besoin de toi. Elle parle, elle pleure, elle le masse en même temps. Et ouais, je trouve que c'est des moments très émouvants. Alors, j'ai pas perdu mon père, hein, je précise, mais c'est quand même très émouvant. Et elle est en train d'essayer de sauver son papa et de lui parler en même temps. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que votre collègue, elle, fait des petits dessins pendant ce moment-là, des coloriages, et remplit sa liste de courses en lui expliquant comment faire le massage cardiaque. Et en même temps, très bien, hein, mais comment faire le massage cardiaque pour sauver son père. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Oui, alors ça, c'est une anecdote, rien que d'en parler, j'ai encore les larmes aux yeux parce Oui, que je bah, suis comme vous Clémence, je suis, émotive, très sensible. En fait, j'étais en formation pour devenir médecin urgentiste et donc il y a une partie où on fait des gestes d'urgence aux urgences, il y a une partie où on fait des gestes d'urgence, en dehors de l'hôpital et une partie où on répond au téléphone mmh. et dans la partie où on répond au téléphone, on a des assistants de régulation médicale. Ces personnes, elles répondent au téléphone avant nous pour trier les appels et donc là, ma collègue détermine que le monsieur est en arrêt cardiaque, elle explique à la jeune fille comment on fait un massage cardiaque. C'est déterminant parce que chaque minute compte. Donc elle lui explique, elle l'encourage moi je suis à côté, je l'écoute dire, je l'écoute faire et j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Enfin, je sais pas où me mettre et c'est extrêmement difficile. J'apprends le métier, je découvre. Et puis elle reste en ligne avec la jeune fille jusqu'à ce que les secours arrivent parce que c'est important pour nous de ne pas abandonner les patients et de rester en ligne avec eux jusqu'à ce que les secours arrivent quand on peut le faire, enfin vraiment surtout quand c'est un enfant qui masse son papa ou sa maman, on essaie vraiment d'avoir cette proximité. Et en fait, une fois qu'on raccroche, je débriefe avec elle et elle me dit, bah écoute, on n'a pas trop le choix parce on peut pas s'émouvoir sur le moment, donc il faut mettre une carapace, une protection et moi, ma protection, c'est le coloriage ou la liste des courses. Et elle me dit, sinon, j'aurais envie de pleurer aussi au téléphone. Oui, Et bien en sûr. fait, elle se protège comme ça. Et en fait, il a été prouvé par des études psychologiques que le stress post-traumatique, il est plus important chez les personnes qui répondent au téléphone que chez les gens qui viennent en intervention. Donc, c'est vrai que Parce on qu'il y a une action, sous-estime ouais. l'impact psychologique des personnels qui sont aussi au téléphone. Souvent, on plaint beaucoup ceux qui sont en intervention. Oui. Mais il y a pas que nous, c'est une équipe complète de l'appel 15 jusqu'à l'arrivée des secours. Oui, je précise d'ailleurs sur cette histoire de l'intervention et de l'émotion, évidemment qu'il y a énormément d'émotions des personnes qui viennent en intervention. Et à un moment donné, vous racontez, il y a des pompiers, et c'est enfin, c'est amusant, c'est intéressant. Il se trouve que c'est une jeune fille qu'ils connaissent et qui s'est tiré une balle. On va revenir sur le malaise des jeunes, hein, malheureusement, sur lequel vous revenez Mmh. beaucoup, et qui a explosé depuis la période Covid. Et vous l'avez vu, et on va en parler. Et donc ces pompiers essayent de secourir, comme les urgentistes, cette jeune fille qui s'est tiré une balle dans la tête, dans le menton, je crois. Oui, tout à fait, Et, sous le menton, ouais. et en fait, comme ils ne peuvent pas justement être dans l'action, les aide aussi à accepter ce qui se passe. Et vous vous expliquez que finalement, quand on est dans ce genre de situation et que on n'agit pas, enfin, on a envie de faire quelque chose, d'être dans le mouvement. Et donc, eux ont envie de laver le camion, enfin Oui. le véhicule des urgences. C'est une façon pour eux de faire quelque chose en attendant, évidemment. Et donc, cette action, c'est peut-être aussi ça qui permet d'accepter certaines choses, enfin, de mieux digérer certaines choses que peut-être la personne au téléphone ne peut pas digérer comme ça, justement parce qu'elle est au téléphone et elle est loin.
Oui, complètement. Quand on est dans l'action, quand on est dans le faire, en fait, on canalise aussi son esprit et ça aide beaucoup. Mmh. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut des moments de débriefing, il faut des moments où on se retrouve entre équipes. Et j'explique aussi dans le livre, c'est qu'on a des moments où on va être obligé de se parler, de manger ensemble, ça c'est très important. Et des fois, on est obligé de rire et on va rire sur des situations qui sont dramatiques parce qu'en fait, on rit pour pas pleurer, on rit pour pas s'effondrer, Ouais. parce que c'est un rire nerveux, c'est une façon de se dire, bah, de toute façon, on a notre garde à finir, donc il faut continuer. Alors qu'en fait, on a notre cœur qui est fendu en deux, on pleure, soit vraiment, soit intérieurement. Et c'est vrai que des fois, on entend les gens dire, ah bah, ça rigole bien dans les services. Oui, ça rigole parce qu'on peut pas pleurer, en fait. Bah, évidemment. Et en fait, on a notre âme de soignant qui saigne, tout simplement. Ouais, ouais. Non, mais évidemment, personne ne peut considérer que le personnel soignant, n'est pas touché par ce qui l'entoure. Il est là pour ça, donc voilà. Mm. Et puis on le voit très bien à travers votre livre que vraiment je recommande. C'est une plongée dans le quotidien des urgences et c'est beaucoup mieux que le film Urgence pour ceux qui regardaient la série. Un autre extrait, je voudrais, juste parce que je veux qu'on se mette un peu dans l'ambiance avant d'essayer d'analyser ce qui se passe, vous racontez aussi cette personne. Alors attendez que je me retrouve. Voilà, c'est une maman qui se rend compte, voilà, que son fils s'est pendu. Et là, a priori, il est tout froid. D'ailleurs, on lui demande de faire un massage cardiaque à son fils, mais elle peut pas, elle veut pas s'approcher, elle crie, elle pleure. Et bon, il est décédé. On ne peut rien faire pour le sauver. Et en fait, là, l'horreur, c'est que vous aviez... D'abord, ce garçon était déjà passé aux urgences pédiatriques, mais il n'y avait pas de place. Pas de place parce que plus de place. Et puis trop de demandes pour les ados suicidaires. Et puis, vous aviez eu des commissions, il me semble, des organisations sur le mal-être des jeunes, avec des bilans, des beaux graphiques. Et vous aviez posé cette question à l'époque, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Qu'est-ce qu'on fait, à part les graphiques? Et on vous avait répondu, bah, pour le moment, on constate. Oui. Et cette mort pour laquelle bah, le constat n'a pas suffi. Je veux dire, à un moment donné, il faut agir. Évidemment, c'est pas vous qui pouvez agir, il faut des décisions prises au-dessus. Eh bien, du coup, n'ont pas permis de sauver ce jeune garçon et la détresse de sa famille, de sa maman qui découvre son enfant suicidé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote affreuse? Al alors, ça fait partie des grands moments de ma vie soignant et ça fait aussi partie des pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire que souvent, vous m'avez souvent invitée pour prendre la parole, pour dénoncer les failles du système de santé, les Oui, aberrations dans les décisions. Mais on voit bien que, ça n'avance pas oui. beaucoup, voire pas du tout. Et donc j'ai décidé d'écrire un livre parce que si jamais je vous raconte, Clémence, que, on a fermé des lits de pédopsychiatrie, on fait une manifestation et qu'on vous dit: «Ah ben, on a fermé 10 lits ou on a Ça parle fermé pas. 4 lits». Oui. Ça parle pas, vous allez me dire: «Ah oui, oui, effectivement, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est triste». Mais si je vous dis, Clémence, que, je venais de faire une garde de 24 heures, que le dernier appel que je décroche avant la fin de ma garde, on me dit: «Tiens, je te passe l'appel, j'engage une équipe médicale». C'est une maman qui retrouve son fils pendu. Le collège a appelé. En fait, dans leur organisation perso, ils ne se croisaient pas le matin, les enfants et la maman. Et donc le collège appelle pour dire: «Bah, pourquoi votre fils n'est pas là?» La maman monte les escaliers en passant, devant le couloir, elle voit le cartable. Elle ouvre la porte et elle retrouve son enfant pendu. Mm. Je lui demande de le dépendre, elle le fait. Je lui demande de le masser, elle refuse. Elle ferme la porte et elle me dit: «Je veux pas rester à côté de lui, je veux pas le toucher». Et pendant 13 minutes, le temps que les secours arrivent, je reste en ligne avec cette maman et j'écoute sa détresse, sa culpabilité, l'horreur que va, devenir sa vie parce que c'est une blessure qu'on guérit jamais. Et elle me raconte que, bah, il y a un mois, cet enfant, a déjà fait, une tentative de suicide, qu'il avait été pris en charge, écouté, il avait vu, un psychiatre, mais bah, il y avait pas de place pour l'hospitaliser, et puis, l'environnement était plutôt favorable. C'était, une famille qui comprenait bien, qui surveillait bien les enfants. Ils avaient essayé d'identifier un peu les problématiques, donc pas, de critères de gravité, dans la bouche du médecin, qui a pris en charge l'enfant. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas les moyens en France de prendre en charge nos ados suicidaires. Et, Et l'autre et réalité, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et vous dites il y depuis le aurait Covid. d'autres. Lui, Ouais, depuis le Covid. son état s'était complètement aggravé depuis le Covid.
Oui, oui, oui. En fait, depuis la crise Covid, on a vu qu'il y a un mal-être croissant chez les adolescents avec beaucoup de passages aux urgences pédiatriques pour des motifs psychiatriques, avec un passage à l'acte plus important chez les 11-13. Et ça a été, un choc de découvrir que c'était les 11-13 parce que c'est vraiment très jeune et Oui, souvent on n'ose même pas aborder le terme du suicide parce qu'on se dit qu'ils sont trop petits, qu'ils savent même pas ce que ça veut dire et en fait, bah, non, ils passent déjà à l'acte, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est terrible et ça, c'est la santé mentale, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. bien sûr. C'est soi-disant au cœur des préoccupations, du gouvernement pour l'année 2025 mais bah, je vois pas trop ce qui a changé donc je m'inquiète énormément et c'est vrai que avoir écrit état d'urgence, c'est dire aux gens, bah, voilà, si vous lisez ce bouquin, vous allez vous rendre compte de ce que c'est que la réalité de 40 000 lits fermés en 10 ans, la réalité de la pédopsychiatrie, la psychiatrie qui s'effondre, la réalité de la santé mentale, des enfants, des adultes, et des soignants. Parce que j'ai aussi un chapitre, qui parle aussi du suicide de tous mes collègues. Oui. Et c'est quelque chose qui me révolte parce que souvent dans la presse, on parle pas du suicide et encore moins des enfants parce que par pudeur, on veut pas mettre à mal les familles qui sont déjà, abattues. Mais en même temps, si on parle pas des choses, les choses n'existent pas et dans l'opinion publique, si quelque chose n'existe pas, bah, on n'a pas besoin de le traiter. Oui. J'avais fait une enquête, moi, sur le suicide, de ce que j'appelle les 3 piliers de notre société. Donc, le suicide des soignants, le suicide des agriculteurs et le suicide Mmh. de la police. Et il se trouvait qu'à chaque fois, c'était les métiers qui portaient qui avaient le plus de sens, qui ont le taux de suicide professionnel le plus important. Tout à fait. Comment on peut expliquer aujourd'hui que ces professions qui sont censées être, d'abord ceux qui nous soignent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous protègent normalement, donc les professions qui tiennent notre société et qui sont nos sentinelles, sont aujourd'hui celles qui vont le plus vers le suicide. Comment c'est possible une chose pareille? En fait, on a un tel investissement de cœur dans nos professions, dans les 3 professions que vous venez de citer, qu'on se dit qu'on peut pas, arrêter, parce qu'on se sent pas bien, il y a une perte de sens et en fait, il y a beaucoup, de professionnels qui n'osent pas arrêter et changer de métier parce que, ils savent, à quel point ils sont indispensables et donc ils vont jusqu'au bout du bout, de leur tolérance et à un moment donné, on passe un cap et il y a plus d'issue et on se sent maltraitant et on se dit que plus rien n'a de sens et le passage à l'acte arrive. Mmh. Plus rien n'a de sens et on se sent maltraitant parce qu'on n'est plus dans les bonnes conditions pour faire son métier, pour sauver les gens, entre autres, puisque c'est votre métier. Pourquoi on arrive à cette situation? Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation? Qu'est-ce qui a changé dans ce système pour que on ne puisse plus faire? J'ai pas l'impression, pardon, je remonte plus haut et ça va vous paraître un peu, mais les Français payent toujours autant d'impôts, voire plus. Donc, normalement, l'argent mis dans la fonction publique, notamment, devrait être suffisant pour pouvoir continuer d'agrémenter les hôpitaux comme ils se doivent. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, finalement, tous les soignants soient dans cette situation entre guillemets, de désespérance où on ne peut plus faire son métier? Et comme je le disais, en plus, ce n'est même pas seulement les soignants, mais également les métiers de l'ordre et les agriculteurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il y a une déshumanisation du soin, depuis pas mal d'années et qui s'est accrue ces derniers temps, qui s'est cristallisée, depuis la crise Covid et le meilleur médicament, c'est l'humain. Je le dis, je le répète, je le martèle parce que, pour moi, c'est, fondamental et Ah, bien quand, sûr. on aura ça comme ligne directrice et quand on pensera à ça pour prendre les décisions en matière de santé, on aura forcément des bonnes décisions. Moi, j'ai commencé mes études de médecine, avec, l'arrivée de la T2A, la tarification à l'acte et j'ai vu le Ouais. système de santé s'écrouler, petit à petit, sur ses vœux de 2022 ou 2023, excusez-moi, j'ai un doute, Macron avait dit qu'il reviendrait sur cette tarification et on n'a rien vu encore, pour l'instant et pour éclairer un peu les gens qui nous écoutent, cette tarification, en fait, elle rémunère l'hôpital en fonction des actes qu'il fait pour un patient et donc on codifie, Ouais. donc on remplit avec Tout des rentre dans codes, des des lettres, des cases, quoi. chiffres, Ouais. tout rentre dans des cases sauf que, le soin humain ne se quantifie pas et ne se codifie pas. Mmh. Et quand on sait que nous, soignants, la façon la plus importante pour nous de prendre le patient en charge, c'est de lui donner, bah,
Enfin, pas notre amour, mais notre investissement personnel, d'y mettre tout notre cœur dans le soin, de passer du temps, de l'écouter, d'avoir cette écoute empathique, Bien de lui sûr, tenir la main, le rassurer, bien et sûr. que ça, ce temps passé, il n'est pas codifié et qu'on nous demande toujours de faire plus avec moins, bah Oui, forcément, on arrive à une déshumanisation du soin, on arrive à des soignants qui partent dans le meilleur des cas et dans le pire des cas qui se suicident, oui, et tout s'écroule. oui. Je voudrais citer une autre anecdote de votre livre qui montre que justement vous avez refusé alors, non seulement cette codification, mais aussi ce système, on va dire, suradministratif qui fait qu'à un moment donné, on oublie l'humain. Et il s'agit d'une de vos collègues qui est gravement malade. Alors vous allez peut-être nous dire mieux que moi, parce que je connais rien, ce qu'elle a, mais visiblement elle est marbrée, enfin il y a des symptômes graves. Et elle est dans un autre hôpital. Et alors là, normalement, il y a une procédure à suivre quand on est dans un autre hôpital. Et puis, j'imagine qu'il faut respecter la procédure de l'administration de l'hôpital voisin, etc. Et vous comprenez, en discutant avec d'autres collègues et amis, que ça va vraiment pas bien et qu'elle n'est pas bien prise en charge. Et vous décidez de la sauver, en fait. Vous envoyez un véhicule pour aller la chercher. Et vous allez la chercher, vous forcez un peu le truc. Et vous partez, presque vous vous enfuyez du premier hôpital. Est-ce que vous pouvez nous raconter Oui. ça et nous montrer comment... Alors moi, ça me fait penser à la période Covid où beaucoup n'ont pas eu le droit d'aller voir leurs parents, justement, au moment où justement certains sont allés, ils ont glissé, comme on dit, ils se sont laissés Mm. mourir parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être touchés, embrassés par leurs proches, et peut-être un peu aussi maltraités, justement, parce que on avait reçu quelqu'un qui avait retrouvé son père attaché nu sur un lit d'hôpital. Enfin, donc, des conditions assez affreuses. Et là, les proches disant mais oui, mais moi j'avais pas le droit de rentrer dans la pièce, l'hôpital m'a interdit, le directeur d'hôpital m'a interdit, on m'a dit voilà, et c'est les blouses blanches, c'est l'autorité, donc je respecte l'autorité. Et parfois justement cette autorité, cette suradministration oublie l'humain, pour revenir à notre sujet, et faut toujours soi-même, je pense, chacun doit reconsidérer l'humain, même quand c'est des blouses blanches ou des directeurs d'hôpitaux qui nous disent quelque chose. Et donc, si vous pouvez nous raconter cette anecdote qui a été assez parlante Oui. aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'estime que enfin, le fait de devoir sauver les gens, la mise en danger des gens, passe au-dessus de mon devoir de réserve. Et dans cette situation où j'ai une collègue, en fait, qui est prise en charge dans une autre structure hospitalière, a des complications, le médecin qui s'en occupe ne se rend pas compte qu'elle s'aggrave. En fait, il est dans ce qu'on appelle un effet tunnel. En fait, il est tellement focus sur ce qu'il a fait, ce qu'il a à faire, avec Mm. peut-être aussi beaucoup de fatigue, qui Oui, voit pas à quel point elle s'aggrave. Et comme il a pas d'autres collègues pour en discuter, en fait, il y a personne de l'autre côté pour lui dire: «Eh oh, je la vois moi aussi, elle est en face de moi et elle s'aggrave». Ça arrive et je lui jette pas du tout oui, la oui. pierre. Sauf qu'elle, elle nous décrit ce qu'elle vit et puis à un moment donné, elle coupe, toute communication et on sait que si elle coupe la communication, c'est qu'elle est vraiment mal. Et là, on se rend compte, on demande à ce qu'on lui envoie une ambulance. La personne qui s'occupe du SAMU ce jour-là nous dit: «On ne peut pas envoyer d'ambulance si le médecin ne la demande pas». Ça ne se fait pas. Donc, on se dit qu'il faut qu'elle signe sa pancarte, c'est-à-dire qu'elle sorte contre avis médical. Et donc là, je prends mon véhicule personnel, et à titre personnel, Mm. je vais la chercher dans sa chambre pour lui dire: «Maintenant, ça suffit, on s'en va». Et au départ, elle voulait pas parce qu'elle me dit: «Bah non, je repasse au bloc et tout». Je lui dis: «Non, parce que si il te faut une structure avec une réanimation, sinon tu vas pas t'en sortir». Et au départ, elle veut pas venir et puis finalement, elle veut bien. Elle dévisse sa perfusion, on s'enfuit dans des conditions un peu, Système D, quoi. Ouais. ouais, système D, presque drôle, finalement, et en fait, quand on arrive, je la mets dans la voiture, on va vite à l'hôpital, y a le médecin qui devait l'accueillir, était OK. Donc tout de suite, elle a, son scanner, sa nouvelle prise de sang et on voit vraiment que c'est grave ce qu'elle a. Le médecin hésite même à l'opérer elle-même ou à la transférer. Je lui dis: «Elle est pas transférable, elle est trop grave», donc elles opèrent, les médecins, opèrent à 2. Et quand j'arrive avec cette collègue dans ma voiture, qui a signé sa pancarte et qui est sortie contre avis médical, la remarque des autres médecins, ça a été, «Bah, moi, je l'aurais pas fait». Ouais. Parce que c'est pas confraternel. Et je lui dis: «J'y suis pas allée en tant que médecin, j'y suis allée en tant qu'amie, c'est quelqu'un qui partage notre quotidien au travail, on n'a pas le droit de l'abandonner». J'accuse personne, j'accuse pas le médecin, Ouais. qui a pas vu, voilà, mais je dis juste qu'à un moment donné, la vie de quelqu'un, elle vaut plus que, des courbettes et de la politesse, en fait. Mais c'est pas. En plus, je trouve que le terme de confraternel, parce que justement j'allais y venir, n'est pas exact, puisque
enfin, le rôle du médecin est de sauver, d'ailleurs, que ce soit un ennemi de guerre ou je sais pas quoi, de sauver la personne qui est devant soi. Donc, vous avez rempli, que vous précisiez que vous Oui. avez fait ça en tant que, comment dire, Camille, ou pas en tant que médecin, mais si, justement, vous l'avez fait aussi en tant que médecin. C'est-à-dire que normalement, vous êtes engagé en tant que médecin à sauver toutes les personnes qui vous sont adressées d'une certaine façon. Donc, c'est le cas de cette personne-là qui se trouve être votre amie et qui se trouve être dans un autre hôpital. Mais comme vous dites, vous n'êtes pas là pour régler les histoires avec l'autre médecin, c'est même pas la question. Et puis, le pauvre, il l'a peut-être pas vu, pas fait exprès. Enfin, on connaît les difficultés des hôpitaux, donc on comprend. Mais je trouve que cette façon d'avoir dit c'est pas confraternel de la part de vos collègues est même inexacte finalement, parce que en tout cas c'est le rôle du médecin, donc finalement vous avez respecté cette confraternité des médecins. Enfin, je sais pas comment le dire, mais Bah, moi, j'estime avoir respecté mon serment d'Hippocrate. oui, c'est ça. Après, l'ordre des médecins, je partage pas toujours leur façon de voir les choses et de procéder. Donc, de toujours soutenir les collègues envers et contre tout, non, pour moi, on doit d'abord soutenir le patient. Et Oui, après, il faut accompagner les collègues et pas leur jeter la pierre bien et les sûr. respecter. Mais c'est vrai que ça m'a énormément choquée. Et ce jour-là, j'ai porté un autre regard sur mes collègues médecins parce que c'était à l'unanimité. Ils m'ont dit, nous, on ne l'aurait pas fait. Mais ils Et vous je me dis, reprochaient de mais l'avoir fait, ou ils disaient c'est bien bah, que tu l'aies il y en fait, a, mais il y a une personne qui m'a dit, tu voles les patients des autres. ah oui. Et puis les autres ont dit, bah, tu as été courageuse. Bah Hmm. non, j'ai pas été courageuse, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je pense que Oui. c'est cette façon de penser, de se dire, bon, bah voilà, faut d'abord se serrer les coudes entre nous parce que si on fait une erreur, il faut se. Bah non, en fait, c'est pas ça. Et il faut penser au patient et aller dans le sens du patient. Et bien sûr qu'il y a toujours des erreurs, l'erreur est humaine et même en médecine, on fait des erreurs, mais il faut avoir la culture de l'erreur, de la Bien sûr. partager, de l'expliquer, de s'excuser, de trouver des solutions alternatives et pas mettre la poussière sous le tapis. Et en fait, la problématique de mettre la poussière sous le tapis, c'est qu'on règle pas les choses, on les aggrave. Et si on fait comme ça avec les patients, on fait comme ça aussi pour l'organisation, l'administration, les prises de décision. Et moi, c'est ce qu'on me reproche, hein, de nuire à l'attractivité du territoire en dénonçant les failles du système de santé. Non, mais c'est n'importe quoi. Caroline Brémaud, justement, on va aller à la fin et aux reproches qu'on vous a fait. C'est-à-dire que depuis le début, vous luttez pour un meilleur soin, finalement, pour pouvoir mieux prendre en charge tous les patients qui viennent et toutes ces urgences que vous racontez. Et à la fin, on vous propose quand même, alors, on vous propose de venir, oui, d'être à la tête d'une chefferie unique entre urgence et SAMU. Et SAMU. Mais vous refusez parce que c'est pour vous, enfin c'est n'importe quoi. En fait, ce sont deux services différents et mettre tout ça dans un même bloc, c'est veut dire mal gérer l'un et l'autre. Et en fait, ça vous est reproché, puis c'est là où vous êtes écarté. Et on met quelqu'un qui ne dit pas les choses et qui ne dit pas forcément que eh bien, fusionner tous les services, c'est mal. Et puis voilà. Et puis c'est vers ça que se dirige aujourd'hui l'hôpital, Caroline Brémaud. Oui, en fait, une année avant, ma mise à l'écart, on m'avait proposé de prendre la tête, du service urgence et SAMU, de faire un gros service. J'avais refusé et puis 1 an après, sous pression, politique, la direction m'a remerciée, par rapport à ma chefferie et il a été dit, que, c'était, voilà, certaines entreprises qui avaient dit que je nuisais à l'attractivité du territoire, certaines personnes dans l'hôpital qui trouvaient que je gênais pour le recrutement aussi, et puis qu'il faut pas vraiment dire les choses. Donc, alors que non, ce qu'il faut, c'est se battre et dénoncer ce qui va pas. Il faut mettre la santé au cœur des problématiques du gouvernement, et pour ça, il faut occuper l'espace médiatique. Hmm. Et donc, il faut dire ce qui va pas. Après, il faut aussi dire ce qui va. Bien Et sûr. moi, j'adore mon métier. Je trouve que je fais un des plus beaux métiers du monde. Je suis passionnée par ce que je fais. Tous les jours, j'ai des patients qui me donnent envie de continuer, qui me donnent la force. Mais il faut aussi dire quand ça va pas. Hmm. Et, et en fait, on peut pas dire bah ça va pas, mais on va rien dire. Oh oui, il faudrait plus d'argent, mais on va quand même pas demander. Non, les choses vont pas venir toutes seules. Donc, pour moi, il faut vraiment, relayer les questions de la santé comme vous faites les médias, et c'est quelque chose qui est indispensable et je pense qu'un acte militant pour les gens qui nous écoutent et qui,
ou qui nous regardent, c'est de partager en fait tout ce qui concerne la santé, de partager tous les articles, tout ce qui concerne la santé pour que ça occupe l'espace et Ouais. et changer un peu la donne sur les algorithmes. Vous avez bien raison, et ce sera le mot de la fin, Caroline Brémaud. Partagez, partagez, partagez cette interview pour comprendre, et peut-être comprendre aussi, puisque qu'on fasse une distinction tout de même, hein, quand on disait on n'ose pas demander plus d'argent. Je crois que l'argent, en tout cas par les Français, est donné. C'est pas une question qu'il faut augmenter les impôts, c'est que cet argent est mal distribué. On n'a pas eu le temps Tout à d'aller fait. sur le sujet, mais il y a énormément de suradministration dans les hôpitaux qui ne fait pas avancer les soignants, ou même qui freine les soignants qui, eux, sont sur le terrain. Et c'est tout à fait la distinction qu'il faut faire, et ça ce n'est que politique. On parlait de la T2A aujourd'hui, mais c'est pas compliqué de faire évoluer ce genre de choses, mais c'est visiblement pas ce vers quoi on se dirige aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline Brémaud. État d'urgence. Merci Clémence. Alors lisez-le, franchement, prenez ce livre aux éditions du Seuil, lisez-le pour comprendre ce qui se passe, et puis partagez cette vidéo, il faut le faire, c'est très intéressant, et surtout ça nous permettra à tous de mieux comprendre ce qui se passe dans les hôpitaux, et donc ce qui nous concerne tous. Merci Chers encore amis, on vous l'avait promis, et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne, et il faut que vous suiviez le mouvement surtout, et que vous alliez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement, et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules, ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance, allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.